Ce mercredi 30 décembre, nous sommes dans la dernière ligne droite. La campagne de dons pour que TV Liberté vive en 2021 se poursuit, mais malgré votre générosité, malgré votre fidélité, l'objectif n'est toujours pas atteint. Alors disons-le clairement, c'est maintenant que tout se joue pour TV Liberté. De votre mobilisation dépend l'avenir de votre chaîne alternative. Tout cela ne doit pas s'arrêter. C'est mon sentiment et j'espère que c'est aussi le vôtre. Alors, je vous lance cet appel avec la plus grande des vigueurs. Défendez vos idées en faisant tout de suite un don à TV Liberté. Aidez-nous, parce qu'ensemble, nous allons frapper plus fort. Bonjour, bienvenue à Géopol. Nous allons aujourd'hui traiter de la politique de Donald Trump, politique internationale de Donald Trump, et puis on va parler bien évidemment de l'élection américaine et de tout ce qui s'est passé sur le plan de la tricherie, des accusations de tricherie, de fraude, etc. Et puis, donc, comme je l'ai dit, de sa politique internationale qui est passée un peu inaperçue et qui est finalement une réussite, notamment au Moyen-Orient, avec la signature des accords de paix entre Israël et les pays du Golfe. Et pour cela, je reçois André Berkoff. Bonjour André Berkoff. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Les téléspectateurs de TV Liberté ont l'habitude maintenant de vous voir sur ce plateau, parce que c'est la troisième fois que je vous reçois avec grand plaisir, parce que vous connaissez très bien ces sujets. Alors, Donald Trump, comme je l'ai dit, dès son élection, avait un plan de paix pour le Moyen-Orient. Et à l'époque, je me souviens, les journalistes s'étaient moqués de lui. Il avait dit il ne connaît rien à la politique étrangère, à la diplomatie. Il a des méthodes nouvelles qui sont complètement brouillons, etc. Et puis on se rend compte que depuis quelques mois, c'est passé un peu inaperçu. Peu de journalistes en ont parlé, mais voilà que les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, ont signé donc avec Israël. Le Maroc vient de signer. Le Sultanat d'Oman et le Soudan, c'est en cours. Et l'Arabie Saoudite, très probablement avant la fin de l'année. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur ces accords et surtout sur cette réussite? Quel est le mystère Trump? En fait, il n'y a pas de mystère. Il y a le problème qu'un certain nombre de médias, il faut le dire, qu'ils soient internationaux, français ou ailleurs, ont été élevés, je le dis en plus que je suis journaliste, oui, mais j'espère que je n'ai pas été dans ce moule-là, ont été élevés comme des poulets en batterie. C'est-à-dire qu'ils sont dans un moule. On considère qu'il y a des gens qui sont des gens dans le système qui savent ce qu'ils font et que des autres hors du système ne sont que des amateurs, des incompétents ou des charlatans. Vous vous rappelez que Trump a été tout de suite qualifié là-dedans. Mais enfin, si on réfléchit un peu, si on essaie de ne pas avoir des œillères et des préjugés, on se rappelle que c'est intéressant, je crois que c'est le premier président des États-Unis, le premier pays qu'il est allé visiter, c'est l'Arabie Saoudite. Absolument. Oui. C'est le premier pays qu'il est allé voir dès qu'il a été élu. Comme par hasard, parce que justement, il pensait au Moyen-Orient, etc. Trump, on l'a dit ici chez vous, à TV Liberté, avec vous, Richard Haddad, Trump, encore une fois, n'est pas un idéologue, c'est un négociateur, the art of the deal, et il a appris à négocier. Et il a appris à négocier en sachant que la première des choses, c'est le rapport de force. Regardez, vous parlez du Moyen-Orient, mais juste un mot, rappelons-nous la Corée du Nord. On disait que c'était deux fous, Trump et Kim Jong-un, qui allaient s'affronter à coups nucléaires. On a vu comment la Corée du Nord s'est calmée, en tout cas en ce moment. L'Iran. Il a considéré effectivement que l'Iran, l'accord, alors que Obama avait distribué des milliards, il a considéré que l'accord n'était pas bon, et il n'a pas hésité, rappelez-vous, parce qu'il faut rappeler que quand Hassan Soleimani a été éliminé, on disait que ça y est, ça va être la feu et à sang. On a dit que c'est la Troisième Guerre mondiale. Voilà. À feu et à sang. Finalement, l'Iran a avalé son chapeau. Quand il a amené, même chose, il a transféré l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, c'était aussi l'embrasement mondial, ou presque, etc., etc., etc.
Or, lui, il raisonne en fonction des rapports de force. Or, il est évident, et ce n'est pas pour les beaux yeux bleus de Trump ou même d'Israël, c'est que l'Arabie Saoudite, les États du Golfe, qui sont quand même, où ils sont dirigés par des gens intelligents, ont compris que le pétrole et l'emprise du pétrole arabe sur les États-Unis, c'était fini. On l'a vu avec le gaz de schiste, etc. Donc, ils se sont adaptés et ils s'adaptent à la position. Nous sommes en 2020, nous ne sommes pas en 1960. Et Trump a ceci de particulier qu'il a, dans tous ces domaines-là, et on l'a vu avec la Chine, on ne parle pas des accords, des tarifs douaniers, de la bataille des tarifs douaniers avec la Chine. Lui, il dit, c'est très simple, moi, je suis là pour servir les États-Unis, pour m'occuper des États-Unis, et d'avoir les meilleures conditions possibles. Et il l'applique. Il y a rien. D'ailleurs, on peut dire ce qu'on veut, mais il a appliqué son plan. Et donc, si vous voulez, ce qui se passe est très intéressant. C'est toujours au départ un rapport de force, et ensuite il y a une dynamique. Les choses ne sont pas figées, les choses sont dynamisées. Et ce que vous disiez à juste titre sur Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, effectivement avec l'Arabie Saoudite, et ça va arriver le Soudan, le Maroc. Alors là aussi il y a eu deal, c'est-à-dire le Sahara occidental. Oui, pour le Maroc. Oui. Voilà pour le Maroc. Et puis en retour, c'est toujours pareil. C'est comme j'adore l'expression, allez, on va appeler un mot arabe, ardouatan. Oui, absolument. C'est-à-dire, je te donne, tu me donnes. C'est la théorie du don. Bon, du don, évidemment, du don calculé, bien sûr, oui. voilà. C'est donnant-donnant. Donnant, voilà, exactement. Et c'est en ça que Trump est quelqu'un qui échappe, comme d'ailleurs tous les grands politiques, il faut le dire, échappent au système, échappent au formaté, au truc. Vous voyez, c'est les modélisations. Ah oui, mais s'il fait ça, ça va donner ça. Pas du tout. Il sort de là, il fait ses propres règles et ça marche. Alors il y a des obsessions, enfin des craintes, et qui expliquent peut-être aussi ces rapprochements. Et peut-être que Donald Trump a bien saisi ces craintes. C'est la peur des pays du Golfe, des frères musulmans, d'une part, et de l'Iran d'autre part. Et il se trouve que Israël, les États-Unis, d'ailleurs le monde occidental, a comme pour ennemis les frères musulmans, bien évidemment, et se méfie de l'Iran qui est en cours d'être une puissance nucléaire, ce qui n'est pas le cas des pays du Golfe. Et donc, peut-être que ça aussi, ça a rapproché les deux, mais ça fait longtemps qu'ils ont des points comme ça d'achoppement. Mais le don peut-être de Donald Trump, c'est d'avoir fait aboutir l'affaire et donc fait franchir le pas, parce que ce n'est pas évident quand même. Je rappelle aux téléspectateurs, ces pays du Golfe qui finalement, au fil des années, n'avaient pas trop c'était, on va dire, s'était rapproché d'Israël discrètement, mais pour franchir le pas, la cause palestinienne, ce n'est pas rien dans l'histoire. Bien sûr. Et donc ça l'a fait, comme je l'ai dit, 50 ans qu'on parle d'accord de paix. Et puis là, c'est arrivé et de manière réelle. C'est-à-dire qu'il y a des ambassades, vous savez qu'il y a déjà des produits israéliens aux Émirats Arabes Unis, des touristes israéliens à Dubaï. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui a frappé tout le monde, c'est la rapidité. Oui. Parce qu'effectivement, comme vous dites, il y a 50 ans d'un côté, même plus, 1948, je veux dire, 60, 70 ans que les choses sont presque 80 ans, enfin. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, c'est la rapidité. C'est-à-dire, on voit toujours quelque chose, Richard. Ce qui est tout à fait fascinant, c'est que l'action humaine joue. Que ce soit un Churchill, un De Gaulle, je ne vais pas faire des comparaisons, mais quand même, quand on dit les choses sont là, oui, les puissances économiques et les rapports, bien sûr les rapports économiques et les rapports de force, mais si vous n'avez pas des gens qui décident de bouger les pions, de faire une autre tactique, même s'il s'agit d'un jeu d'échecs, de faire une autre stratégie, rien ne se fait. Et ce qui est extraordinaire chez les gens formatés, ils ne voient pas qu'on peut effectivement changer de jeu, renverser la table, faire une autre carte et renverser les règles. Alors on a reproché à Donald Trump justement de ne pas respecter les règles diplomatiques, de parler directement, comme il parle d'ailleurs sur Twitter, etc. Et donc on dit, mais même en diplomatie, il parle directement aux responsables, il passe pas par le circuit diplomatique habituel, c'est scandaleux, c'est inefficace, etc. Mais finalement c'est le contraire. Enfin, vous pensez que ça a joué, ça, le fait de passer directement, de court-circuiter le circuit, les chemins diplomatiques habituels? Je pense que non seulement ça a joué, mais que c'était nécessaire. Les circuits diplomatiques habituels sont habitués à traiter, encore une fois, si vous voulez, il parle en 2020 avec les critères de l'an 2000, de 1960. Si vous voulez, qu'est-ce qu'on reproche à l'ENA? Mais c'est l'exemple, mais c'est vrai en diplomatie ou ailleurs. Si vous sortez d'une école où vous appliquez les choses que les gens de 60 ou 70 ans ou plus ont eux-mêmes appliquées il y a 20-30 ans,
C'est-à-dire que ne pas considérer le monde réel, mais considérer notre regard ou nos lunettes sur le monde réel. Ça ne marche pas comme ça. Encore une fois, le monde de 2020 n'a rien à voir avec avant. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh bien, je vais vous dire. Il a traité avec le roi d'Arabie Saoudite, Kim Jong-un et autres, comme il traitait avec les gens pour qui il bâtissait des gratte-ciel. Ça a l'air complètement différent. Ce n'est pas vrai. Quand vous avez 50 personnes, les architectes, les avocats, la sécurité, etc., il vaut mieux, négocier de façon très claire, mais à partir d'un rapport de force. Ne pas oublier quand même que c'est l'Amérique. C'est pas un petit État impuissant qui est dans un coin, évidemment. Donc l'Amérique, quand elle arrive et qu'elle dit oui, mais attendez, moi j'ai des arguments. Vous savez, c'est Churchill dans Les Heures sombres, ce merveilleux film. Il disait on ne négocie pas avec un tigre quand on a la tête dans la mâchoire du tigre. Voilà, il faut évidemment, c'est une question de rapport de force. Oui. Et là, il a joué avec ça. Et la vérité, si on regarde toute sa politique étrangère, on disait il n'y connaît rien, etc. Ben franchement, c'est pas négligeable ce qu'il a fait. Oui, alors vous avez rappelé qu'il a été en Arabie Saoudite comme c'était sa première visite officielle à l'étranger. Alors, évidemment, les médias avaient montré les contrats signés, etc. Mais il avait tapé du poing sur la table aussi, on le rappelle. Il avait un peu mis en demeure l'Arabie Saoudite de lancer une modernisation de l'État. Sinon, il abandonnerait son soutien qui existe depuis fort longtemps. On sait bien que l'Arabie Saoudite, c'est l'allié américain, premier choix dans la région. Il se trouve que 6 mois après, celui qu'on appelle MBS, donc Mohammed Ben Salman, qui est le fils du roi. Je rappelle juste aux téléspectateurs qu'en Arabie Saoudite, la monarchie ne fonctionne pas de père en fils, mais dans un cercle, un clan presque familial, tribal, c'est de frère en frère, etc. Là, pour une sorte de révolution, donc c'est le dauphin est devenu le fils, qui a fait aussi lui sa révolution, puisque il a fait, vous vous souvenez peut-être les téléspectateurs, vous vous souvenez certainement, mais les téléspectateurs l'ont peut-être oublié, mais le coup un peu d'état de MBS qui a enfermé tous les princes, tous ces oligarques princes au Voilà, parce que je rappelle aussi aux téléspectateurs que l'Arabie Saoudite n'avait pas vraiment d'État. C'est la famille royale qui est très nombreuse, qui se partage le butin et chacun fait ce qu'il... C'est pour ça que l'État saoudien un peu schizophrène, enfin l'État qui n'existe pas, officiellement c'est l'allié des États-Unis et de l'Occident, et en même temps il finançait des organisations terroristes. On ne comprenait pas comment, mais en fait tout simplement parce qu'il y a des membres de la famille royale qui avaient beaucoup d'argent qu'ils recevaient comme rente et qu'ils distribuaient à qui l'islamiste qu'il veut, etc. Et donc il a centralisé tout ça. C'est vrai que ça paraissait un peu dictatorial, mais en réalité il a centralisé l'État. Il a créé un nouvel État saoudien avec un côté maladroit peut-être, mais bon. Non, mais voilà. En tout cas, quand on voit d'où partait l'Arabie Saoudite et ce que c'était, et comme vous dites, en fait, ce qui est très important, c'est quand même, il y avait la loi entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, c'était un peu, comment dirais-je, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Sur le plan du pétrole, vous voulez dire? Sur le plan du pétrole. Oui. C'est vrai que pendant 40 à 50 ans, l'Amérique dépendait du pétrole arabe. Ce qui n'est plus le cas. Ce qui n'est plus du tout le cas. Grâce à Donald Trump, grâce, oui. C'est-à-dire que, alors que nous, quand on a commencé en France, par exemple, à vouloir faire 1 centimètre de creuser 1 centimètre pour le gaz de schiste, hurlements, des associations, des écolos, etc. Voilà pourquoi la France en est réduit. Effectivement, aujourd'hui, c'est intéressant. On a fermé Fessenheim, je passe à une chose, et on est obligé d'importer du gaz et du charbon d'Allemagne. Voilà. Grande réussite. Oui, mais enfin, en tout cas, rappelons que Obama, précédemment, ne voulait pas entendre parler du pétrole de schiste ni du gaz de schiste. Et puis d'autre part, sa politique internationale, il avait donné carte blanche à l'Iran. Tout à fait. Et puis par ailleurs... Avec des milliards de dollars. Avec des milliards de dollars. Et par ailleurs, lorsque les islamistes ont pris le pouvoir en Égypte, et il y a eu le coup d'État du maréchal Sissi, il l'avait traité de dictateur et ne l'avait pas soutenu. Entre autres, enfin voilà, donc la politique d'Obama, c'est exactement le contraire. On a vu le résultat. Et donc, cette affaire d'Arabie Saoudite, là aussi, j'aimerais avoir votre avis, parce que on a mis en avant le fait qu'ils ont libéré, ils ont donné quelques droits aux femmes, notamment de conduire, d'aller au cinéma, etc., non accompagnés. Mais il y a peut-être d'autres choses dont on a moins parlé, c'est que le royaume étant fondé sur la monarchie et le wahhabisme, enfin le wahhabisme tient la religion et un peu la morale intérieure, et la monarchie, la politique étrangère. Il semblerait que la police religieuse, puissante saoudienne, ait été vidée de son pouvoir. C'est-à-dire elle existe toujours, mais elle a beaucoup moins de pouvoir. Il y a une libération un peu... certes molle, mais c'est déjà un progrès. Par rapport d'où on part. Oui, et puis surtout, l'espace aérien
Vous savez qu'en Arabie Saoudite, enfin vous savez, mais les téléspectateurs peut-être pas, il n'y a pas de tourisme. C'est-à-dire qu'on ne peut rentrer que par un contrat de travail. C'est ouvert au tourisme depuis peu. On peut visiter l'Arabie Saoudite. L'espace aérien était fermé. Il est ouvert. On n'a plus besoin de contourner pour aller en Inde, etc. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous... Comment vous voyez l'avenir de ce pays? Non, mais l'avenir de ce pays, d'ailleurs, qui est lié totalement à l'avenir du Golfe, je crois que la première des choses à dire, peut-être avant les frères musulmans, c'est qu'effectivement, Trump a joué sur la rivalité, plus que de la rivalité, comme vous le savez, de l'axe sunnite face à l'axe chiite. Oui. C'est évident que là, il y a eu quand même une recomposition, et Trump s'est dit, eh ben, on va jouer sur l'axe sunnite, Israël. Alors on pourrait dire, oui, l'axe d'Israël, c'est pas possible, parce que de ce point de vue, ça se partage. Mais là arrive quelque chose de très intéressant. On disait, bon, l'islam, c'est pas possible, ça peut pas se rénover, ça peut pas se réformer, c'est comme ça, etc. Pas du tout. L'islam, comme toute religion, même si c'est autre chose que le christianisme ou le judaïsme, c'est une question d'interprétation. Et l'interprétation vient, rappelez-vous, enfin, l'Espagne de l'Inquisition et le Moyen-Âge et l'Inquisition, ce n'est pas le christianisme d'aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire, je parle de l'application, je ne parle pas de la doctrine. Or, l'application dépend des hommes et dépend de ceux qui gouvernent et qui apportent l'impulsion. Et vous avez raison, vous parlez de l'Arabie Saoudite. Mais il y a un immense territoire qui est en train de devenir une zone touristique, de faire de plages, etc. Alors qui dit plage, les Occidentaux ne vont pas venir en burqa. Oui, donc ça va être quand même ouvert. Alors, c'est le début, on va voir, on ne sait pas, il peut y avoir aussi des renversements. Bien sûr. Mais incontestablement, le côté vraiment intéressant, si on revient à Trump, c'est qu'il a cassé les codes. Mmh. Les codes sur lesquels étaient les codes diplomatiques, code ceci, code cela, il les casse, et il les casse avec raison. C'est exactement, permettez-moi, pour ceux qui ont vu, pour les téléspectateurs qui ont vu Les Heures Sombres, le film sur Churchill. Rappelez-vous, la France était tombée, l'Europe était tombée, et Halifax et Chamberlain viennent le voir et disent « il faut négocier avec Hitler et Mussolini, sinon l'Angleterre est rasée. Vous n'allez pas vous permettre de raser l'Angleterre. » Et Churchill était très embêté, enfin était très hésitant, évidemment. Tout est tombé. Il appelle, c'est très important, il appelle Roosevelt, et lui dit qu'il faut nous aider. Roosevelt a dit « pas question, l'Amérique est neutre. » C'était avant Pearl Harbor. Oui, bien sûr. Oui. Donc il dit « pas question d'intervenir. » Donc il est tout seul. Et bien qu'est-ce qu'il dit? Il dit « on va se battre sur mer, sur terre et dans les airs. » Je reviens toujours à ça. Je crois que l'impulsion humaine, ce n'est pas tout, mais qui on a à la tête d'un pays et qui est capable de faire montre de courage, d'autorité et de résistance, eh ben, change la donne. Et on le voit là. D'accord. Donc voilà, donc l'Arabie Saoudite est en train de s'ouvrir petit à petit, certes, mais voilà. Et puis il y a eu un événement récent qui n'a rien à voir avec Trump, mais qui est intéressant sur ce plan-là, c'est-à-dire qu'il y a eu le conflit entre la France et la Turquie. Là, les Américains sont un peu neutres dans cette affaire, mais pas les pays du Golfe. C'est-à-dire qu'à la surprise générale, oui. Parce que, je rappelle, Erdogan, donc ce qu'on appelle nous à TV Liberté le sultan turc, est un frère musulman. Et donc, c'est l'ennemi juré. Il est sunnite, donc comme les pays du Golfe, mais c'est les ennemis jurés, puisqu'il est frère musulman. Il veut faire l'Empire ottoman, lui. Exactement, en fait, ils sont concurrents. Et voilà que les Émirats arabes unis soutiennent la France, soutiennent Emmanuel Macron et la France, l'Arabie Saoudite aussi. Et comme vous venez de le dire, tout d'un coup, on devine que c'est la monarchie saoudienne qui a ordonné à un imam wahhabite de déclarer que finalement les caricatures, c'est pas si grave que ça. Vous vous rendez compte donc à quel point on peut réinterpréter vous aviez raison. Et donc et puis ça a été plus loin puisque les Émirats arabes unis ont expulsé des ouvriers pakistanais parce que le Pakistan a menacé la France. Ouais. Et l'a insulté. Donc, ils ont, en masse, ils ont expulsé des ouvriers pakistanais en masse, et puis ont boycotté les produits turcs en demandant aux populations d'acheter des produits français. C'est vrai que c'est très loin. Oui. Qui aurait pu penser ça il y a quelques années? Voilà. Donc, tout ça, alors, c'est loin de Donald Trump, mais tout ça, c'est peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est le changement dans ces régions. Totalement. C'est-à-dire qu'en fait, la donne a complètement changé. D'abord, il faut rappeler toujours que les Turcs ne sont pas des Arabes et vice-versa. Oui. Et puis surtout, effectivement, les visées hégémoniques d'Erdogan qui profitent du fait que personne, pour le moment, ne s'oppose. Donc, on a vu à Chypre, Arménie, au Karabakh. Oui, tout, la Grèce, l'exploration. Là aussi, ça va être très intéressant de voir, parce qu'il y a un autre personnage qui n'a pas peut-être la même puissance, mais c'est Vladimir Poutine.
Oui. Je dis bien que Vladimir Poutine, je ne crois pas que, vous avez vu, il vient de parler du multiculturalisme et de l'immigration, et il n'est pas très pour le multiculturalisme, Évidemment. et encore moins pour l'immigration. Donc tout ça se retrouve, c'est-à-dire que, si je veux résumer pour moi, les deux piliers aujourd'hui de l'Occident, c'est Trump et Poutine. Franchement, ceux qui agissent. Macron fait ce qu'il peut, mais il peut peu, lui tout seul. Vous avez quelque chose là, est-ce que ça va tenir? Alors Trump, en principe... On va en parler dans quelques minutes, Trump. D'accord. Oui, Mais je veux dire simplement que, encore une fois, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un basculement du monde, et juste d'un mot, et vous le savez aussi bien que moi, je pense que les téléspectateurs le savent aussi, c'est que les notions de gauche et de droite n'ont plus lieu d'être, c'est mondialiste et souverainiste. Oui. Et c'est ça qui est en train, c'est ce monde qui est en train de se basculer, ce n'est qu'un début. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, le problème, c'est qu'on parle de Donald Trump, de sa réussite sur le plan international, sur sa politique au Moyen-Orient. Vous avez fait allusion à la Chine et à la Corée du Nord. C'était aussi une réussite avec la Chine, puisqu'il a obligé les Chinois à reculer sur certains points économiques, notamment sur le commerce, etc. Sauf qu'il était sûr de gagner, là, il y a quelques jours. Et puis, coup d'État médiatico... économique, je ne sais pas comment on appelle ça, tout d'un coup, il est déclaré perdant par CNN et puis il a perdu. Oui. Qu'en pensez-vous? Et c'est pas seulement CNN qui a perdu, non, il y a eu quelque chose... Non, je dis CNN, enfin les médias. Bien sûr. Médias. Mais ce que je veux dire, c'est... Mais justement, on parlait de la Chine. Mais la Chine a tout fait, évidemment, pour Trump, c'est l'ennemi numéro un. À partir du moment où il les oblige à faire une politique qui ne leur convient pas, et il n'y a pas que Trump, il y a Téhéran, etc., Bien sûr, etc. oui. Et puis surtout, il y a, alors là c'est une politique intérieure, il ne faut pas une politique intérieure américaine, vous avez des gens qui, encore une fois, avant même que Trump ne soit élu, l'ont considéré comme un usurpateur. Oui, il ne faut pas oublier dit que pendant 4 ans, pendant 4 ans. 4 ans, il y a eu du matin au soir, on a essayé de le destituer, je rappelle. Voilà. On a essayé de le destituer. Collusion avec les Russes. Dossier l'après-russe, etc., collusion, etc. On n'a fait que ça. Mais vous vous souvenez quand il a été élu, avant qu'il ne soit investi, on avait même essayé que les grands électeurs ne votent pas pour lui, alors qu'ils étaient de son camp. Bien sûr. Donc, après, il y a eu l'affaire de la destitution, et puis pendant 4 ans, on a dit qu'il était illégitime, vous venez de le dire. Mais... Collusion avec les Russes, et attendez, il y a eu une enquête pendant 2 ans et demi. Qui n'aboutit à rien, qui aboutit à un non-lieu. Après, autre chose, oui, vous avez parlé avec l'Ukraine, et quand on voit qu'a été élu quelqu'un, et pas seulement lui, mais dont le fils a été trempé avec l'Ukraine. Vous parlez de Joe Biden. Oui, je parle de Joe Biden et son fils Hunter. Dont le fils de Joe Biden qui est trempé dans des magouilles et des rétrocommissions avec l'Ukraine énormes. Hallucinant. Aucun média n'en a parlé. Mais écoutez, on a, sauf nous, oui, bien sûr. Non, mais je veux dire aux États-Unis. Très peu de médias en ont parlé aux États-Unis. Très peu, un peu Fox, mais nous avons eu, ce n'est pas un secret d'État, la conversation entre Biden, Joe, vice-président d'Obama, et Petro Poroshenko à l'époque de l'Ukraine. Oui. Et il lui a dit, c'est très simple, vous voulez le milliard que les États-Unis ont promis, c'est pas la poche de Biden, hein, c'est le contribuable américain. Il a dit, vous m'enlevez ce procureur qui est en train de poursuivre Burisma à cause de mon fils. Oui. Il l'a enlevé, il lui a dit maintenant, c'est enregistré. Et c'est enregistré. Oui. Donc, vraiment, cette espèce de... C'est extraordinaire comment les médias américains, rappelez-vous, on pensait à Watergate, Washington Post, New York Times, c'est devenu des feuilles d'enfumage complètes. Mais il semblerait même que sur les réseaux sociaux, lorsque quelqu'un évoquait cette affaire d'Ukraine, il était censuré. On pouvait même pas diffuser des choses sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, YouTube a censuré. Oui. C'est quand même extraordinaire. Donc finalement, c'est eux qui font l'élection. Ah, écoutez, les GAFA visiblement n'avaient plus aucune envie de voir Trump. Pourquoi? Parce que Trump allait faire une loi antitrust vis-à-vis des GAFA. Et les GAFA, comme vous le savez, chaque GAFA, c'est le PIB de plusieurs pays d'Europe même, ou du monde. Oui. Donc, voilà. Il a eu contre lui, effectivement, ce qu'on appelle l'establishment, l'État profond, qui a dit, il n'est pas question de laisser ce type. Il nous a eu une fois, il ne nous aura pas 2 fois. Alors, c'est vrai qu'il les a pris par surprise en 2016. Il a été élu, il ne s'y attendait pas. Apparemment, ils se sont préparés pour le prochain coup. À votre avis, cette affaire était préparée depuis 4 ans ou parce que d'abord sur cette espèce de tricherie qui est digne d'un pays des pires pays du tiers-monde, enfin, même de la pire des républiques bananières, faut le dire. Alors elle est flagrante. Les médias français font comme si c'était normal et qu'il n'y avait rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Exactement. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, pensez-vous que c'était préparé?
Écoutez, je crois que de toute façon, on ne fait pas ça en un jour. Je pense que effectivement, vous m'avez dit au départ, il se dit on ne va pas se faire avoir la prochaine fois. Mais il y a eu quelque chose de très intéressant. On a parlé, c'est que donc il y a eu deux choses d'abord. Il y a eu le Covid-19 qui est arrivé. Oui. C'est vrai que c'est un Mais Covid-19. peut-être pensait-il que grâce à ce virus, il échouerait. Ils étaient confiants en se disant ça y est. Oui, je crois que ça ne suffisant pas, mais je pense qu'ils se sont axés sur 2016. Vous voyez, alors, Oui. 2016, dans la plupart des États, Trump a gagné de quelques milliers de voix sur Hillary Clinton, faut le rappeler. Donc, ils ont fait cette histoire avec Dominion et les machines à voter. Et vraiment, quand on sait qu'une machine à voter est liée à Internet... Alors, rappelez aux on peut jouer- téléspectateurs, qu'est-ce que vous appelez les machines à voter? Alors, les machines à voter, c'est très simple. Il y a énormément d'États qui ont acheté des machines à voter, c'est-à-dire quand vous votez par mail. Voilà, D'accord, donc c'est c'est-à-dire- électronique. En fait, voilà, vous votez par mail, parce que beaucoup de gens ne vont pas voter, sur place, surtout avec le Covid, c'est ça, Ouais, ça a c'est beaucoup ça. joué. C'est-à-dire, quand je parle du Covid, Ça a c'est parce que les facilité gens la se tricherie, disaient, en réalité. et de manière exponentielle. D'abord, les votes par correspondance. Vous savez que c'est interdit en France depuis 1975, À cause de la parce qu'on tricherie. sait générateur de fraude. Et il y a eu, alors ça a été extraordinaire. Écoutez, dans 6 États, il faut rappeler ça, Richard, aux téléspectateurs. Dans 6 États, 5 ou 6 États, mais je crois que 6, les votes ont été... Donc, ça s'arrête à 20h. Bien, à 20h, on commence à compter, et en général, on compte toute la nuit, et le matin, ou à 10h, 11h, on donne les résultats. Puisque c'est par État que ça se Oui, passe aux bien sûr. États-Unis. Bien. Eh bien, il y a eu 5 États qui ont dit non, on arrête à minuit. Ce qui n'était jamais arrivé. Oui, non, mais on veut prendre un peu plus de temps. Oui, etc. on arrête et on reprend plus tard. Voilà, on arrête et on reprend plus tard. Ce qui est du jamais vu. Et Mais dans qu'est-ce ce qui laps s'est de temps, passé des sacs de... Ah ben, des camions entiers. Des camions à peine, entiers de bulletins des arrivent. sacs entiers de bulletins arrivent. Et d'autres bulletins ont été jetés à la rivière. Dans les EHPAD, enfin l'équivalent des EHPAD américains, vous aviez des infirmières bien payées ou rétribuées, qui allaient chercher, ne le signez pas, signez, mais vous inquiétez pas pour le truc, et qui amenaient ce qu'elles avaient amené avec le nom qu'il fallait. Deuxièmement, les postiers. Les postiers aussi, même chose. Bien. Parce qu'on a vu des choses extraordinaires. Dans un État, il y avait 80 000 voix pour Biden à 4 heures du matin et pas une voix pour Trump. Il aurait pu avoir quelques La loi voix de la pour Trump. probabilité... Voilà. La loi de la Donc, probabilité ça n'existe écrasée. pas. Oui, Je veux dire, ça 80 000 Biden et 0 Trump. Ça n'existe pas. Et c'est quand même un peu bizarre. impossible. Bon. Deuxièmement, il faut savoir, il y a eu dans certains counties, vous savez, il y a eu plus... Ça, c'était extraordinaire. Il y a eu plus de votants que d'électeurs. Oui. Il y avait tant d'électeurs, et bien il y avait des votants en plus. Alors, c'est intéressant. Et donc, on a fait voter les morts. C'est vrai. Joe, je vous donne un exemple précis qui a été authentifié. Joe Frazier, l'ancien champion de boxe, il est mort en 2011. Il a voté, là, en 2020. Voilà. Donc, il y a eu tout ça. Et les machines, hein, pour finir sur les machines, les Dominion, eh bien, c'est un système, c'est un logiciel qui permet donc d'enregistrer les votes, etc. Sauf que ce logiciel, qui le manipule, il faut savoir comment, etc. On a trouvé des serveurs en Allemagne. On a trouvé des serveurs, vous savez, aujourd'hui, vous pouvez les mettre là où vous voulez. Oui. N'importe où. Fabrication vénézuélienne. Fabrication, vous dites, alors ça c'est intéressant, fabrication vénézuélienne. Le logiciel a été créé par Dominion, c'est 2 Vénézuéliens. C'est-à-dire Comme que par les hasard. États-Unis utilisent un logiciel vénézuélien pour faire leur Absolument. élection. C'est quand même Absolument. énorme. Créé il y a 5 ou 6 ans. Donc, ils ont commencé à faire ça, et puis, allez, vogue la galère, quoi. Et donc, si vous voulez, quand c'est arrivé, alors je reviens à ça, donc, un jour après, et d'ailleurs, ils commencent à compter, ils commencent à donner un matin, mais ils voient des hausses d'un coup. Pour Biden comme ça, alors qu'à 10h, 8h, c'était Trump qui gagnait, à 3h, 5h, 7h du matin, quand ils ont Après l'interruption. c'était Biden. Après l'interruption. Donc, et ils ont commencé à regarder les serveurs et tout ça. Après, c'est très compliqué, parce que chaque État applique sa loi. Et en fait, ce qui est extraordinaire dans ce pays, c'est qu'il n'y a même pas une loi publique pour tout le monde. Oui. C'est-à-dire que les États peuvent appliquer leur loi. Alors imaginez certains États, évidemment, ils ont eu tout loisir de magouiller comme ils voulaient. C'est vrai que chaque État applique sa loi, mais ils font tous partie de cette confédération, et il se trouve qu'il y a des États, comme le Texas, qui a porté plainte donc, devant la Cour suprême, Absolument. qui protestent pour la non-égalité entre États. C'est-à-dire que, j'explique un peu aux téléspectateurs, c'est-à-dire que c'est vrai que chacun applique sa loi, mais là il s'agit d'une élection fédérale, présidentielle, Bien sûr, présidentielle. et les États sont censés être égaux.
Tout à fait. Et ils ont protesté contre la loi Pennsylvanie, pendant il dit j'ai demandé 3 jours. Pourquoi vous 3 jours et pas moi? Voilà, et donc quand il y a inégalité entre les États, c'est un motif de sécession. Donc en fait, la situation est grave, puisqu'il y a des États qui menacent de faire sécession. Rappelons la guerre de sécession qui a eu lieu il y a plus d'un siècle et demi, et le nombre de... Et puis aujourd'hui, les États-Unis, c'est une grande puissance. Imaginez s'ils rentrent en guerre civile. Et alors en plus, Richard, il faut dire, il y a aussi une chose, vous savez qu'il y a des États qui ont demandé, même à l'intérieur du Wisconsin, les États en ballottage, enfin les États contestés, aux résultats contestés, eh bien, il y a des républicains qui ont dit on va faire des listes, on va revoter pour nous, et donc il y a des listes duelles aujourd'hui. Alors, est-ce que ce sera accepté ou pas, c'est le problème. Pour le moment, la Cour suprême a refusé d'examiner cela, donc pour le moment c'est plié, mais on va... Alors justement, je vais jouer l'avocat du diable, parce que vous n'êtes pas le seul à expliquer ce genre de choses, mais souvent, en tout cas en France, on vous réplique en balayant ça d'un revers de main que la justice américaine n'a pas accepté le recours, donc il n'y a rien d'illégal. Oui. Alors comment se fait-il? Parce que c'est vrai que la tricherie la fraude a l'air d'être grotesque, et comment ça se fait que la justice américaine balaye ça? Écoutez, d'abord, la justice américaine, ça dépend encore une fois. Alors, il y a l'histoire de la Cour suprême. Effectivement. Non, pardon, je parlais de la... Parce que d'abord, avant la Cour suprême, il y avait les tribunaux locaux. Oui. Alors, les tribunaux locaux, ça dépend aussi de leur... parce qu'on dit les 56 tribunaux locaux ont considéré que c'était plié. C'est vrai que dans les 56 tribunaux, enfin dans les tribunaux locaux, il faut voir qu'il y a eu énormément de contestations, et surtout, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, ils s'appuient sur le fait qu'ils disent oui, mais écoutez, vous n'avez pas prouvé la chose. Alors, ce qu'on leur demande, c'est de recompter. Et c'est vrai que la plupart ont refusé le recomptage des votes. C'est-à-dire n'ont même pas étudié le dossier. En réalité, quand on dit la justice a validé, en réalité, la justice n'a même pas étudié les cas. Elle a balayé. Regardez, la justice a balayé en disant, écoutez, circuler, rien à voir. Et la Cour suprême, alors? Parce qu'il y a eu ce recours à la Cour suprême, devant la Cour suprême, pardon, du Texas, qui a été suivi par 20 autres États républicains. Absolument. Là aussi, il me semble, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, que la Cour suprême n'a même pas étudié les cas. Absolument. La Cour suprême a refusé, dit non, il n'y a pas lieu. Alors pourquoi, j'en sais rien, je n'ai pas l'explication. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est que cette Cour suprême, à part le fait qu'il y a 3 membres donnés par Trump, etc., eux justement au beau jeu de dire mais nous regardons la Constitution, la loi ne va pas tenir compte de X ou de Y, mais on peut dire ça vraiment, alors là, que l'on me démente là-dessus, la Cour suprême n'a même pas examiné le dossier. Elle a dit non. Alors, voilà, ce que je pense en revanche, Richard, c'est que quel que soit le résultat, supposé, enfin ce qui est très probable, que Biden soit donc élu le 6 et investi le 20 janvier, comme c'est la Constitution américaine, je pense que ça va laisser de très grosses traces. Pourquoi? Parce que je pense que ça va avaliser ce que disait Trump, mais ça va au-delà de Trump, qu'il y a le marais à Washington et que c'est lui qui décide. C'est-à-dire que les sénateurs, et Biden, c'est l'exemple typique de l'apparatchik politicien de Washington. C'est 47 ans, 50 ans sous le harnais sénatorial et compagnie. Donc, ça va donner aux Américains qui ne sont pas comme les Européens, c'est très différent, ça va leur donner, en tout cas, il y a quand même 75 millions qui ont voté Trump, je dis pas que tous... Et qui sont révoltés. On voit des gens avec des armes. Descendre dans la rue avec des armes de guerre. Oui, parce que, comme vous savez, les armes sont bien sûr, aux États-Unis, mais c'est la première fois qu'il y a des armes autour des bureaux de vote. Et les gens c'est vrai, parce qu'ils ont l'impression, à tort ou à raison, on le verra, que leur élection a été volée. Et donc, il va y avoir quelque chose aussi de très intéressant, c'est pour ça que tout ça est à suivre, et je veux dire, à côté House of Cards, ou West Wing, ou les feuilletons de chez Netflix, c'est rien à côté. Pourquoi? Parce que Trump va déclassifier toutes les histoires sur Clinton, sur Obama, sur Biden, l'Obama Gate et compagnie. Il y a des choses énormes, et ça va être déclassifié. Il les a. Donc pour le moment, il ne joue pas, mais c'est une carte qu'il va jouer. Et donc, l'Amérique, quand même, va sortir de là, je ne dis pas que, mais va sortir de là très divisée. Donc, il y a un risque ça paraît énorme ce que je vais dire maintenant, mais y a-t-il un risque de guerre civile aux États-Unis? Je pense pas qu'ils iront jusqu'à là, je ne pense pas, mais je pense que ça va laisser des traces très profondes. Et d'ailleurs, je vais vous dire en fait ce qui est très intéressant, c'est que vous avez chez les démocrates, chez les républicains, ils sont rongés par leurs extrêmes. Regardez déjà
Chez les démocrates, Alexandra Ocasio-Cortez, les gauchistes, ne veulent plus de Nancy Pelosi, ne veulent plus de Chuck Schumer. Il dit que c'est cette vieille garde démocrate, on n'en veut plus. Même de Biden, il n'en veut plus. Oui, bien sûr. Biden, en 6 mois... c'était le candidat par défaut. Bah, bien sûr, et puis enfin, franchement, il va céder la place dans un an à Kamala Harris. Et là, ça me paraît assez clair, vu l'état de... Enfin, on l'a vu comment il a fait campagne. Bon. Et chez les Républicains, il peut y avoir un nouveau Tea Party très fort en disant, et pas question qu'on accepte ça. Et surtout, on ne veut plus de la dictature de Washington. On ne veut plus Parce de que la la base dictature du des Parti States. républicain s'est radicalisée. Elle est à fait. contrairement entre guillemets aux apparatchiks du Parti républicain qui soutenaient Trump à demi-mot et qui l'ont lâché à la première occasion. Voilà. La base, elle est très trumpiste. La base est très... D'ailleurs, on a vu les derniers meetings de Oui, Trump. oui. La base est... Donc, qu'est-ce que ça va donner? Et dernière question, est-ce que Trump va rester va continuer la politique ou pas? C'est-à-dire, parce que ce que Trump peut faire, très franchement, il peut faire en 2024, c'est 2022, pardon, oui, 2 ans, 2022, on renouvelle le Chambre du Sénat, il fait élire des républicains trumpistes. Oui. Et les rhinos, les anciens républicains, il les balaye. Si Trump reste dans l'arène, ce qui est tout à fait possible, il se passe ça donc à suivre vraiment, parce que ça ne fait que commencer, tout ça. Très bien, l'émission arrive donc à son terme. Merci André Berkoff. Je rappelle que vous êtes donc sur Sud Radio. Vous reprenez là, vous prenez une pause pour les vacances, mais vous reprenez début janvier vos émissions sur Sud Radio que les téléspectateurs de TV Liberté doivent certainement suivre. Merci donc de votre éclairage. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci chers téléspectateurs et à très bientôt.